L'objectif de ce cours, c'est le diagnostic et la prise en charge de l'anémie aiguë, notamment de la séquestration splénique aiguë de l'enfant atteint des drépanocytoses. Alors, quels sont les symptômes cliniques qui doivent faire suspecter une anémie aiguë? Souvent le motif de consultation aux urgences. Ça peut être une aggravation de la pâleur qui a été notée par les parents, l'apparition ou l'aggravation d'un ictère conjonctival, voire des signes fonctionnels à type d'essoufflement, notamment à la tétée, des difficultés à téter, puis des troubles neurologiques à type de somnolence, voire des troubles de conscience, et puis dans les cas extrêmes, des troubles hémodynamiques. Alors en termes d'étiologie, quelles peuvent être les causes d'anémie aiguë chez l'enfant atteint de drépanocytose? Donc je vais vous les donner parce qu'il faut les avoir en tête. La première cause classique, c'est la séquestration splénique aiguë, qui peut être très précoce. Elle a été décrite dès l'âge de 3 mois. La primo-infection par le parvovirus B19, ça, ce sont des causes qui sont bien connues. Mais il y a aussi, et il faut absolument connaître, l'anémie qui peut survenir dans le cas d'un accident hémolytique post-transfusionnel. Et puis, l'anémie qui peut survenir en cas de toxicité à l'hydroxycarbamide, à l'hydroxyurée. Je n'en parlerai qu'ici. Donc ça, c'est à évoquer, d'autant que le volume globulaire moyen est élevé, d'autant qu'il y a une neutropénie associée, une réticulopénie. Ce que je peux dire de mon expérience, c'est que cette toxicité est favorisée par la carence en fer associée. Et là, pour vous, au plan pratique, vous avez un enfant qui a un tableau d'anémie, voire de pancytopénie, alors qu'il prend un traitement par hydroxyurée. Vous interrompez le traitement et jusqu'à la récupération hématologique. Mais pensez à l'interrompre. Et puis, dernière étiologie, vous pouvez faire le diagnostic d'une anémie aiguë dans le cadre d'une CVO grave. Ce sont des CVO qui sont associés à des hémolyses importantes. Et là, je vous demande d'en référer au protocole particulier de prise en charge des CVO graves. Maintenant, donc voilà, vous avez le contexte clinique et puis les différentes étiologies. Alors, comment vous allez faire le diagnostic? Évidemment, vous vous rappelez, cette pathologie entraîne un défaut de réserve vasculaire. Donc, toute modification de l'hématocrite et puis aussi de la volémie, de l'hémodynamique, on va dire, peut se compliquer de problèmes cérébraux notamment. Donc, ces enfants-là doivent être admis en priorité, doivent être très vite évalués. Et là, on évalue le contexte. L'anémie aiguë survient dans quel contexte? Est-ce qu'il y a un contexte de douleur de CVO associé? On va systématiquement rechercher la présence d'une splénomégalie. On va, si on peut, comparer la taille de la rate à la taille habituelle. Il y a des enfants qui ont des grosses rates chroniques. On mesure aussi la taille du foie. On va rechercher cliniquement, bien sûr, déjà des signes d'hémolyse accrue, ictère, bandelette urinaire foncée. On va rechercher un syndrome infectieux associé, évaluer la tolérance hémodynamique. Systématiquement, devant toute anémie aiguë, et je dirais devant tout symptôme aigu chez l'enfant atteint de drépanocytose, rechercher systématiquement une transfusion récente. Transfusion récente veut dire dans les 5 à 21 jours précédents, d'autant qu'il s'agissait d'une transfusion ponctuelle. Et puis, on l'a vu, bien rechercher aussi une intensification par hydroxycarbamide. Au plan biologique, il ne faut pas que vous fassiez un bilan qui soit énorme parce que vous pouvez désamorcer en fait la pompe cardiaque. Donc, vous faites le minimum essentiel qui va être l'hémogramme avec réticulocyte. La définition classique de l'anémie, c'est un taux d'hémoglobine qui a chuté de plus de 2 grammes par décilitre par rapport au taux de base, ou alors dès lors que le taux d'hémoglobine est en dessous de 6 grammes par décilitre, on considère qu'il y a un risque et on appelle ça une anémie aiguë. Bien sûr, devant tout tableau évocateur d'une anémie aiguë, faites les RAI d'emblée, n'attendez pas pour les faire, sinon on va perdre du temps pour l'enfant. Soit l'enfant est connu chez vous, c'est relativement facile, mais s'il arrive d'un autre centre, d'emblée, vérifiez que vous faites le groupe sanguin, les 2 groupes sanguins, le phénotype étendu. Recherchez systématiquement les antécédents transfusionnels en recherchant les lieux antérieurs de transfusion et vous demandez à votre biologiste de se renseigner pour savoir s'il y a eu des RAI, voire des accidents transfusionnels.
il faut être assez rapide. Systématiquement, devant toute anémie, rechercher la transfusion récente. Et si transfusion récente, recherchez une hémoglobinurie. L'hémoglobinurie, c'est du sang à la bandelette urinaire. Puis quand vous faites une ECBU, il n'y a pas de globules rouges. Okay, donc ça, pensez-y systématiquement. Bandelette urinaire, recherchez du sang. Et puis, je dirais que les autres examens, ça va dépendre de la tolérance. Vous le ferez juste avant la transfusion, mais par exemple, les sérologies parvovirus, ce n'est pas du tout une urgence. Vous le ferez après la transfusion. Encore une fois, vous pouvez désamorcer la pompe cardiaque. Mais les examens qu'on aime en fait avoir, le ionogramme sanguin, évidemment, pour la fonction rénale, le bilan hépatique, les autres paramètres hémolytiques, bilirubine, LDH, la CRP, et puis là encore, quelque chose à faire systématiquement dès lors qu'il y a eu une transfusion récente, encore une fois, dans les 5 à 21 jours précédents, avant de transfuser, faites une électrophorèse de l'hémoglobine. Alors, le traitement initial rapide, en cas d'hémodynamique instable, d'état de choc, scope, oxygénothérapie, remplissage par du sérum physiologique, 20 ml par kilo en 20 minutes à redoubler si besoin. Vous commandez du sang au négatif et vous transfusez 10 à 15 ml par kilo. Le plus souvent, on a le temps quand même d'attendre le bilan biologique qui a été réalisé. On scope l'enfant. Dans tous les cas, on met en place une voie veineuse. La prise en charge, un peu plus, voilà, on va dire spécifique en fonction de l'étiologie. La séquestration splénique, classiquement, vous avez une augmentation du volume de la rate. Et sachez que cliniquement, à partir de 2 cm de plus par rapport au volume de base, on peut avoir une déglobulisation. Mais on parle de séquestration splénique que quand il y a une grosse rate. Donc là, il faut avoir l'habitude de palper la rate. Au plan biologique, dans la séquestration splénique, il y a une anémie aiguë. On a vu la définition. Elle est associée à une thrombopénie. Celle-ci peut être encore plus visible à H24 ou H48. Et puis, biologiquement, vous avez des réticulocytes élevés. Dans l'infection à parvovirus B19, là, le tableau est très peu spécifique. Ça peut ressembler à une CVO, un STA. Ça peut être plus ou moins fébrile, plus ou moins sévère. Ça peut être un tableau d'anémie isolée. Il y a des situations où l'infection virale parvovirus B19 peut elle-même déclencher une séquestration splénique. Donc, on peut avoir une splénomégalie associée. Au plan biologique, vous avez l'anémie. Vous pouvez avoir aussi la thrombopénie, voire la neutropénie, même si assez souvent l'anémie est encore plus profonde que les autres cytopénies. Mais au plan biologique, ce qui différencie séquestration splénique d'infection par le parvovirus, c'est que dans l'infection par le parvovirus, les réticulocytes sont bas et le plus souvent effondrés. Dans les deux cas, la prise en charge, transfusion de globules rouges rapide, 10 à 15 ml par kilo, pas plus. Même si votre enfant a 3 grammes, vous ne le remontez pas à 9 grammes s'il avait avant, si c'était son taux qu'il avait avant. Juste, vous le transfusez, petit volume pour le sortir du risque vital et du risque neurologique. Après la transfusion, classiquement, la splénomégalie va progressivement régresser. Et c'est pour ça qu'on ne transfuse pas trop, parce que les globules rouges qui ont été séquestrés dans la rate vont être relargués. Et donc, vous pouvez secondairement avoir des hyperviscosités qui peuvent aggraver le patient. En cas d'infection virale, vous allez essayer de documenter le parvovirus, soit par PCR ou par sérologie, ça dépend un petit peu des habitudes. Et puis, l'infection par parvovirus B19 conduit à une réticulopénie, une érythroblastopénie, donc pas de fabrication de globules rouges à partir de la moelle osseuse, et donc une réticulopénie. Mais vous pouvez faire le diagnostic de l'infection au début de l'érythroblastopénie ou alors à la fin. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est l'apparition des réticulocytes qui vous signe la fin finalement de l'infection. Donc, vous devez surveiller l'enfant par des hémogrammes avec réticulocytes jusqu'à augmentation des réticulocytes. Une fois qu'ils augmentent, vous savez que c'est fini. Tant qu'ils sont bas, on peut être amené à faire une deuxième transfusion. Voilà. Donc, même s'ils sortent après une première transfusion, contrôler l'hémogramme, les rétiques, ils peuvent avoir besoin d'une deuxième transfusion. Et j'évoquerai juste ici, il y a une procédure à part qui est aussi disponible, que je vous encourage vraiment à visualiser, mais j'évoquerai quand même l'accident hémolytique post-transfusionnel. À évoquer devant tout symptôme, quel qu'il soit, tableau de CVO-STA, tableau fébrile, tableau anémique, urine foncée, dès lors que ce tableau survient,
dans les 21 jours après une transfusion, le plus souvent quand il s'agit d'une transfusion ponctuelle en situation aiguë. D'accord? Ça peut être effectivement un tableau d'urine foncé. C'est ce qu'on peut parfois même voir des urines porto. Et ça peut faire évoquer une hémoglobinurie, c'est-à-dire des globules rouges à la bandelette urinaire, mais pas de globules rouges à l'ECBU. Dans cette circonstance-là, le mot-clé que vous devez retenir, c'est éviter la transfusion, dans un premier temps. Vous allez compléter votre bilan biologique, rechercher des signes d'hémolyse, donc LDH, bili, réticulocytes, même s'il y a des réticulopénies qui sont possibles. On a vu la bandelette urinaire y penser. Pensez systématiquement à l'électrophorèse de l'hémoglobine, elle est obligatoire parce que pour ce qui va confirmer l'accident hémolytique post-transfusionnel, c'est que le taux d'hémoglobine A qui a été amené par les transfusions va être beaucoup plus faible, voire à zéro, en tout cas plus faible que ce qu'il était attendu. Vous allez élargir le bilan immunohématologique. Les RAI peuvent être positifs ou non, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de RAI positif que ce n'est pas un accident hémolytique post-transfusionnel. Dans tous les cas, vous prévenez le correspondant EFS et vous allez faire des examens complémentaires pour mettre en évidence l'anticorps. L'accident hémolytique post-transfusionnel peut être grave, donc l'enfant doit être hospitalisé, scopé. Vous devez faire appel systématiquement au médecin biologiste de l'EFS pour qu'il y ait une prise en charge conjointe. On l'a vu, éviter la transfusion en cas de bonne tolérance hémodynamique et cérébrale. Il va falloir évaluer les risques de la maladie sans transfusion, faire l'enquête immunohématologique EFS, et puis dans certaines situations, on va devoir quand même faire un traitement. On va quand même transfuser, et là, à ce moment-là, je propose une association avec une corticothérapie, et vous regarderez le protocole en fait spécifique, accident hémolytique post-transfusionnel. Dans tous les cas, cette complication est potentiellement grave. Vous faites le diagnostic, freinez la transfusion et vous appelez les référents. En drépanocytose, les référents en médecine de la transfusion. Et puis, juste pour finir, vous montrer ce que c'est qu'une hémoglobinurie. Vous voyez, c'est un enfant qui était venu avec un tableau, un accident hémolytique post-transfusionnel. Et vous voyez ses urines à l'entrée. Hein. Vraiment des urines porto. Et ça, c'est les urines en cours d'évolution et en cours de traitement. Donc là, la bandelette, elle vire plein de croix. En revanche, vous faites le CBU et ce n'est pas une hématurie. Donc, c'est finalement par déduction qu'on dit que c'est une hémoglobinurie.